des Chevaliers du Savoir, ben, je suis content de vous retrouver pour un nouveau concept. On va bien voir ce que ça va donner. Enfin non, c'est pas un nouveau concept en fait. C'est la suite du concept sur le cinéma, mais en fait c'est un peu nouveau parce que je vais parler, je vais voir si je le fais. Enfin, je vais continuer à parler des films. Peut-être je mettrai d'autres films. Voilà, ça fait il y a un an à peu près, j'ai parlé d'Excalibur et puis on continue sur le cinéma. Mais c'est un peu particulier parce que cette fois-ci, je vais parler de Star Wars. Et peut-être que je vais faire... je vais prendre les Star Wars les uns après les autres et parler de chacun d'entre eux, je pense. Ben Star Wars, comme vous le savez, c'est vraiment particulier parce que c'est... On va commencer surtout en parlant des 6 films. On rajoutera un peu sur les autres films. C'est vraiment un peu compliqué à traiter. Donc je vais commencer par l'épisode 1. Alors l'épisode 1, mais je vais présenter un peu le contexte, c'est-à-dire que l'épisode 1, c'est pas le premier qui est sorti, et c'est pour ça que Star Wars c'est particulier, vous le savez tous, alors je vais pas être très long là-dessus. En 77, Lucas sort un film, Star Wars, et il pense pas que ça aura un succès si fou que ça. Cependant, son film, il a une telle grande histoire, de telles épopées même dans la tête, qu'il va sortir un film, une histoire même, qui sera que il voudrait sortir une histoire, il a une histoire dans la tête, mais cette histoire, c'est tellement développé, c'est tellement long, que le film qui sortira, il a tellement... il a besoin de tellement de temps pour raconter son histoire qu'un film de 2 heures qui sort en 77, c'est que la première partie d'une histoire qui sera en 3 parties. Cependant, il a dans la tête, même par rapport à cette histoire, cette saga, à part ces 3 parties, il a dans la tête pas mal de choses et même le début, enfin... Ce qui se passe un peu avant, il a même une préquelle, disons, à cette histoire. Le début même d'histoire qu'il raconte en 77, le début de ces 3 parties, après des 3 films qu'il fait, de l'histoire en 3 parties qu'il nous racontera en 3 films, il a dans sa tête plein de développements là-dessus, beaucoup de choses qui se passent à propos de cette histoire, et même un début qui se passe bien avant l'histoire qu'il nous raconte en 77, et en fait, ce début, il le fera en 3 parties aussi. Mais bon, il décide d'attendre pour le raconter. Une fois qu'il a fait ces 3 parties, ces 3 parties, bon, ces 3 Star Wars, le premier Star Wars qu'on appelle encore la guerre des étoiles qui sort en 77, le deuxième qui sort en 1980, l'Empire contre-attaque, et le troisième, le retour du Jedi. Mais il va nous mettre ces 3 histoires qui sortent dans les années 70-80, donc le premier en 77, le deuxième en 80, et le troisième, je sais plus exactement la date, en 83 ou 84 il me semble, enfin c'est peut-être pas là, mais bon, peu importe. Mais donc d'ailleurs c'est pas celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, et donc... il attend un peu de temps, il attend jusqu'en 1999 pour il laisse toute la décennie 80, la fin de la décennie des années 80 et toute la décennie 90 presque pour commencer à l'aube de l'an 2000 sortir enfin la suite de la trilogie qui avait eu un succès formidable, foudroyant, qui l'a rendu milliardaire. La menace fantôme. Et là, il avait été producteur, scénariste et metteur en scène seulement du premier film en 77. Les deux autres films qui sont sortis dans les années 80, il avait été que producteur. Et là, pour les films qui vont venir, les films des années 90, les 3 qui vont venir, le premier qui est en 1999, il va y aller à fond, là, ça va être vraiment ses films, producteur, metteur en scène et scénariste aussi. Vraiment, il s'y est impliqué à fond. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant,
la réception de ce film est mauvaise. Pourquoi? Parce que dans les films des années 70-80, c'était... il y avait un côté justement, j'avais parlé d'Excalibur, je le dis, et il y avait un peu un côté conte de fées, un côté merveilleux, un côté hors du temps, c'était de la science-fiction, mais de la science-fiction plus fiction que science, et plus sur le merveilleux là, fiction que science, et plus sur le merveilleux là, ça ressemble un peu, voilà justement, un côté merveilleux comme Excalibur, il y avait un côté, l'empereur, le roi de la Gaëlle, enfin, les chevaliers Jedi, un peu, qui ressemblaient peut-être, en allant loin, qui avait un côté médiéval merveilleux, un côté, voilà, c'était un peu comme les chevaliers rêvés, la force... les chevaliers rêvés du Moyen-Âge fantastique, mais d'Hollywood, les chevaliers sans peur et sans reproche, qui maîtrisaient quelque chose qui s'appelait la force, qui était une énergie merveilleuse, fabuleuse. Et voilà, c'était un peu le bien contre le mal. Dark Vador, même si on savait que ça avait été quelqu'un de lumineux, que ça avait été un de ces chevaliers Jedi qui était assez pur, on n'avait pas trop de précision, mais on savait que c'était quelqu'un qui avait été un grand chevalier, et puis qui était passé du côté obscur, et Dark Vador et l'empereur représentaient le mal par rapport aux chevaliers Jedi, Luke, Leia, Han Solo, les héros de la première trilogie qui représentaient le bien. Et c'était vraiment un peu intemporel, un peu dans une réalité qui était assez loin des contingences de notre réalité, hein, assez loin du quotidien, assez loin des finances, assez loin de la politique classique, assez loin des impôts, assez loin du commerce. Cependant, justement, la deuxième trilogie et ce qu'on va lui reprocher d'ailleurs, c'est de retomber, de parler de commerce, de parler d'impôts, d'être un peu dans la politique politicienne, avec un Sénat galactique qu'on verra plus agir. Mais moi, paradoxalement, pour donner mon avis, alors là je suis encore assez large sur les trilogies, je pense que ce qu'il y a, c'est que cette trilogie, ce qu'on appelle maintenant la prélogie, qui est avant la trilogie qu'on a, voilà, la trilogie de 70, il l'a appelée la trilogie des années 90-2000, Lucas il l'a appelée la prélogie. Et moi j'ai trouvé que cette prélogie, redonne sans trahir la trilogie, donc la trilogie des années 70-80, la prélogie des années 90-2000, sans trahir la trilogie, va mettre de la subtilité, va mettre une réalité. Les fans au début, surtout avec la menace fantôme, vont avoir l'impression que Lucas casse un peu le merveilleux qu'il avait mis dans la première, dans la trilogie. Mais moi j'ai trouvé que non, ça casse pas le merveilleux, et après ça se verra, parce que je trouve que les films après la menace fantôme, les deux films d'après sont meilleurs, et beaucoup trouvent que ces deux films sont meilleurs. Quoique j'ai vu qu'il y a certains qui trouvent que par exemple que c'est le deuxième film de la prélogie qui sera moins bon, et que la menace fantôme c'est meilleur que le deuxième film. Ça se discute, mais beaucoup trouvent que la menace fantôme c'est même le moins bon film des 6 premiers films de Lucas. Après vous savez que ça a été racheté par Disney, je verrai si j'en parle après, mais après c'est un peu autre chose quand ça a été racheté par Disney, mais bon, mais je parlerai aussi du rachat par Disney, parce que notamment je vais vous parler il y a quelque chose qui se passe avec, j'en parlerai dans cette vidéo, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Dark World, vous allez voir. Mais vous êtes au courant pour la plupart, je pense que là, cette vidéo s'adresse à des fans. Donc voilà, mais moi j'ai trouvé que ça donnait une certaine subtilité,
une vérité, hein, une sorte de... Ça ancre bien la trilogie dans la réalité, ça donne une certaine réflexion, une grande subtilité, quelque chose de haut, de plus cérébral encore qu'il y avait dans la trilogie, et ça... Pour moi, ça rehausse vraiment, si on aime bien la subtilité, un peu les manigances politiques, les complots, la finesse de voir comment, ce que certains aiment bien dans Game of Thrones, comment on prend le pouvoir, ça parle vraiment de la politique, du commerce, du pouvoir, et ça peut sembler un peu chiant, comme on l'a vu, surtout quand on voit au début, les fans, ils s'attendaient à revoir peut-être un peu ce qu'ils avaient vu, et Lucas, il voulait pas faire du tout la même chose, il voulait aller ailleurs et mettre quelque chose d'autre. Et bon, ben, on le voit pas tout de suite, on voit la menace fantôme, là on traite la menace fantôme, et voilà, d'ailleurs la menace fantôme, quand on le voit, pour moi c'est le moins bon, et quand on le voit tout seul, voilà, pour moi c'est pas un super film, ça peut être décevant, et je comprends, on se souvient, enfin moi je me souviens dans les années 98, 99, les fans qui avaient campé devant le cinéma, qui se dessinaient en finalement ce Dark Maul ou d'autres, mais voilà, Dark Maul ça avait bien frappé les fans, on se demandait ce que c'était, déçu parce que oui, le premier film, quand on le voit comme ça, quand on voit pas dans l'ensemble, il y a quand même des défauts, il y a des qualités, mais il y a pas mal de défauts, mais quand on le voit dans l'ensemble, on est beaucoup plus, comme maintenant on peut revoir les 6 films dans l'ordre de la prélogie, puis la trilogie, ou la trilogie et la prélogie. Maintenant c'est un peu dur de ce qu'il faut voir en premier, mais voilà, quand on voit dans l'ensemble, on l'apprécie quand même. Alors je vais quand même vous en parler. D'ailleurs, je suis un grand fan de Star Wars de toute façon, et j'apprécie bien ces films dans ce contexte de la prélogie et la trilogie. Voilà, même vous voyez, je vous en parle un peu de l'univers étendu, c'est tout ce qu'il y a autour de Star Wars. J'adore ça aussi, j'en profite pour vous le montrer, les comics Star Wars, les mangas Star Wars, et bon ben, il est là, pardon, je vais vous le chercher. Je l'ai même, voilà, vous voyez, j'ai tout mon attirail. Voilà le film dont je parle d'ailleurs, la menace fantôme, la fameuse menace fantôme, l'épisode 1 de Star Wars, dont il y a en coffret, j'ai le coffret. Voilà, je suis un vrai fan. Et je suis content de vous en parler un peu dans ce contexte du cinéma sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai pris quelques notes, je vais regarder un petit peu, j'ai peur d'oublier des choses. Mais voilà. Donc ce film, je vous ai pris le résumé, voilà. Je me demandais ce que je mettais comme résumé. Alors j'ai mis un petit résumé, le premier que j'ai trouvé sur Google, qui est pas trop mal et qui est pas trop long d'ailleurs. Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi et bien avant de se révéler l'âme la plus noire de la galaxie, Anakin Skywalker est un jeune esclave sur la planète Tatooine. La force est déjà puissante en lui et il est remarquable pilote de podresseur. Le maître Jedi Qui-Gon Jinn le découvre et entrevoit alors son immense potentiel. Pendant ce temps, l'armée de droïdes de l'insatiable Fédération du Commerce a envahi Naboo dans le cadre d'un plan secret des Sith visant à accroître leur pouvoir. Alors voilà, oui. Et voilà, on commence tout de suite à parler d'impôts, de la fédération qui est du commerce, Cupid, qui va mettre un impôt sur la petite planète la petite planète Naboo. La petite planète Naboo, elle a du mal à payer l'impôt. 2 chevaliers Jedi, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, qui vont essayer de régler le problème. Donc voilà, on parle de commerce, on parle d'impôts, et ça paraît saoulant un peu. Ouais, c'est vrai que quand on voit le truc, on était émerveillé par Luke Skywalker face à Dark Vador, le très méchant empereur, la force qui était... ça faisait rêver les gens, Jabba le Hutt, c'était un peu des personnages folkloriques.
et c'est vrai que, mais voilà, après, ça a tout à fait sa place, ces histoires d'impôts, et c'est pas mal de toute façon de remettre un peu un peu de la réalité, un peu plus de subtilité, en mettant de la réalité là-dedans. On agrandit la saga en mettant quelque chose de solide, en montrant que c'est quelque chose quand même quelque chose de plus qu'une saga un peu fantaisiste. Et en plus, on le verra après, ça arrive dans un plan génial. En fait, l'histoire de pouvoir, elle va tourner autour de celui qui va devenir le terrible empereur, la figure du mal qu'on avait vu dans la trilogie. C'est-à-dire, voilà, vous avez Palpatine, mais voilà, quand on y repense, ça entre dans la légende. On voit qu'il y a un seigneur Sith sombre, Dark Sidious, qui est en train de tirer les ficelles de l'impitoyable Fédération du Commerce qui met ses impôts. Et ça va venir d'un plan génial, parce que ce Dark Sidious est en fait un même personnage, un sénateur de la République intergalactique, le sénateur Palpatine. Ce sénateur, il va peu à peu, au fur et à mesure des épisodes, prendre à témoin, faire venir les votes pour gagner de plus en plus de pouvoir. Et par exemple, au début de l'épisode 1, c'est un simple sénateur. Et puis il y a un chancelier qui est peut-être pas mauvais, mais il va dire aux Jedi que oui, le chancelier il est pas formidable, qu'il aura jamais l'audace d'aller jusqu'à faire les choses qu'il faut faire et tout, et il va presque faire style, il sacrifie pour lui de faire une motion de censure au chancelier et de devenir chancelier pour sauver la galaxie, et peu à peu il va aller comme ça, il va avoir des... Donc en même temps il sera un seigneur Sith dans le camp des mauvais, même on le verra, il y aura une guerre où il fera la guerre contre lui-même à un moment, on le réexpliquera ça. Mais donc il est à la fois l'ennemi, le seigneur Sith, le terrifiant ennemi qui envoie des adversaires et qui met des tas d'obstacles, qui ourdit des plans contre les Jedi, le seigneur Sith Dark Sidious, et à la fois il est le sénateur le sénateur de la République qui va se faire voter de plus en plus de lois et de pouvoirs pour dit-il, s'opposer à Dark Sidious pour lutter contre lui-même. Et il va s'envoyer des menaces contre la République pour lui-même, au nom de la République, justifier qu'il lui faut de plus en plus de pouvoir jusqu'à devenir cet empereur terrifiant qu'on verra, qui a fait de la République un empire et même une dictature, et cette dictature qu'on verra dans la trilogie, et on voit peu à peu sa montée du pouvoir. C'est très profond, c'est très subtil, c'est comme dans un jeu d'échecs, il joue vraiment, je le dis, ça donne vraiment une dimension qu'on ne voit pas tout de suite dans la menace fantôme, d'où la grosse déception. Après, on a vu tous ces fans qui étaient super enthousiastes, qui étaient avec leur déguisement et qui étaient vraiment dépités à la sortie des cinémas. Ce qui n'a pas empêché que ça a fait un carton au cinéma, la menace fantôme. Alors, je vais dire, il y a des choses, enfin, je vais dire un peu ce qui a quand même encore plus gâché. Alors, il y a eu beaucoup de points négatifs dans la menace fantôme. Ils vont sur Naboo, les deux chevaliers Jedi, Obi-Wan et Qui-Gon Jinn, et ils ont dans un des peuples de la planète Naboo, il y a un habitant de Naboo qui va venir avec eux et qui
qui était censé, qui va venir être leur compagnon, qu'ils vont rencontrer là-bas, et qui devrait... qui devait, et alors voilà, Lucas il l'avait conçu comme étant un personnage comique qui va devenir une vedette, qui va apporter un super comique, ça tombe complètement à plat, ce personnage, c'est un humour complètement nul, mais des fois genre on n'a jamais vu ça, des blagues stupides, et les fans s'y sont pas trompés, mais vraiment finalement il a été détesté, ce Jar Jar Binks, et son interprète aussi, ça a été un déferlement des fois un peu de haine, c'est pas de la faute de l'interprète, mais voilà, il y a eu un bashing sur internet, un Jar Jar Binks bashing qui était malheureusement justifié, je sais pas, c'est vraiment des blagues nullissimes, mais genre, des fois j'ai jamais vu ça. Il lui dit, c'est Qui-Gon Jinn, il lui a dit, mais est-ce que tu es intelligent? Il lui dit, oui, je suis intelligent, je sais parler. Et en plus, il le dit d'une façon, avec un accent, enfin, je ne l'ai pas vu en anglais, mais en français, en plus, ça tombe, on ne comprend rien, c'est très désagréable, c'est vraiment des blagues à 2 balles. C'est bon, c'est vraiment c'est catastrophique, et vraiment ça a fait une catastrophe, et ça a vraiment gâché cet épisode. Heureusement, dans les épisodes 2 et 3, on verra plus ce personnage, ils le laisseront tomber, et très bien, c'est très bien. Et alors ils se retrouvent après, ils ont une panne, une fois qu'ils quittent la planète Naboo, ils ont une panne, ils se retrouvent dans le désert, justement, c'est là de ce que j'ai lu dans le... C'est là qu'ils trouvent Anakin, qui va devenir Dark Vador. Il y en a beaucoup qui ont dit que le petit qui jouait Anakin, il était mauvais. Moi, j'ai trouvé qu'il était mignon, cet enfant. Moi, je trouve que c'était un enfant mignon qui jouait bien. Après, voilà, celui qui va jouer Anakin plus grand, dans le 2 et 3... J'ai plus de réserves, c'est vrai que de physique et de jeu d'acteur, bon, les effets spéciaux sont bien, mais les acteurs sont très moyens, parce qu'il y a des effets spéciaux, à cause de certains effets spéciaux, les acteurs ils doivent jouer sans vraiment voir ce que le spectateur verra à l'écran, donc c'est très dur pour eux. Il y a eu des problèmes vis-à-vis de ça aussi, et puis à un moment, donc ils se retrouvent dans le désert, pour jouer ça, le jeune Anakin, il a un maître, donc il est esclave, et Qui-Gon Jinn va jouer avec ce maître va jouer la liberté d'Anakin sur une course une course de vaisseau, une course dans le désert, je sais plus, ou de quad, de pod, je sais plus le nom, mais c'est une course, c'est pas des voitures, c'est des... Bon, c'est pas grave, je suis pas spécialiste, mais c'est pas grave, une course de bolide, voilà, disons, dans le désert, et cette course, elle est vraiment intéressante. Je veux dire, il va jouer, alors, si Anakin gagne, il est libre, si le pilote du maître d'Anakin gagne, le vaisseau je crois que c'est ça, c'est le vaisseau en plus de Qui-Gon Jinn, il le donne au maître d'Anakin. Donc voilà, il y a une course, elle est interminable, c'est saoulant, c'est long, vraiment il y a des longueurs en plus. Déjà dans le film il y a des longueurs, c'est vraiment un film très long. Je trouve qu'il n'y a pas tellement ça, le rythme il reprendra bien, moi, dans les 2 autres films. Je ne sais pas pourquoi d'autres ont été... Vraiment, quand j'ai vu les 2 autres films, c'est vrai, mais là c'est vraiment... On voit que c'est pas le film le plus critiqué, le moins bon pour rien. Il est vraiment long, il est vraiment... Par rapport au merveilleux, au fantastique, alors là, il y a justement des anecdotes qui vont montrer que le fantastique, pourtant, même si ça parle d'impôts, même si ça parle de politique, de commerce, le fantastique n'est pas en reste, mais ils sont peut-être allés un peu trop loin. Tellement loin que la mère d'Anakin, donc qui était esclave avec lui sur la planète Tatooine, dit qu'il n'a pas de père, elle se souvient plus bien, oui, elle sait pas pourquoi, non, elle sait même pas qu'elle se souvient plus bien, elle sait plus pourquoi elle s'est retrouvée enceinte,
mais elle s'est retrouvée enceinte comme la Vierge Marie et elle est née, et voilà, et c'est... Alors voilà, tout d'abord il y a une prophétie aussi qui sera l'élu, qui donnera, qui mettra l'équilibre dans la force. Il se demande si c'est pas lui. Alors la force est très puissante chez Anakin. Alors maintenant, autre chose, après cette histoire ces histoires d'élus, de prophéties, d'immaculée conception, ils en sont venus à l'histoire des midi-chloriens. Alors les midi-chloriens, j'ai noté, c'est des organismes microscopiques qu'on retrouve dans toute cellule vivante, et celui qui maîtrise le mieux la force, qui a un niveau élevé de midi-chloriens, c'est quelqu'un chez qui la force est très puissante, et Anakin il a un taux de midi-chloriens incroyable, même plus que le Yoda, le grand maître des Jedi, le plus vieux, le plus puissant des Jedi. Bon voilà, et ça, c'est vrai que ça a déplu la force, il y avait un côté mystérieux dans la force, et là ils mettent une sorte de théorie scientifique, les midi-chloriens qui sont dans le sang. Donc tout ça, ça a déplu, c'est vrai que ça alourdit le film. Heureusement, d'ailleurs après, dans tout ce qu'on a vu, on n'a plus entendu parler des midi-chloriens, ils ont un peu laissé tomber ça, et c'est tant mieux. Alors maintenant, voilà, je vous ai dit un peu ce qu'il y avait de mauvais dans le film, et je vais en revenir, justement, je dois parler d'une dernière chose aussi, les séries Star Wars, on n'avait pas parlé tout à l'heure, et je vais parler d'ailleurs maintenant... On verra, mais George Lucas a fait une série, mais quelques séries animées sur Star Wars, notamment la plus connue, The Clone Wars. Là, je vous montre celle avec Darth Maul. Et d'ailleurs, je vais en parler de Darth Maul. Alors, Darth Maul, par contre, c'est un des grands points... moi, je trouve que c'est un point positif du film. Tout à l'heure, je vous parle de mon... Bon, il y en a beaucoup qui trouvent... C'est l'apprenti de Darth Sidious, donc Palpatine. Et c'est son apprenti qui est assez mystérieux. Il se bat donc contre Qui-Gon Jinn et contre Obi-Wan Kenobi. Il meurt. Et là, il est mort. Bon, Darth Maul, j'ai bien aimé ce personnage. Bon, alors quand on regarde séparément, justement, on regarde même que la trilogie et la trilogie. On regarde que la trilogie et la trilogie. C'est fini. Darth Maul est mort. Dans le premier film, dans La Menace Fantôme. C'était un personnage, bon, un peu comme Boba Fett, voilà, vous connaissez Boba Fett, le chasseur de primes, ça s'adresse quand même à des gens qui connaissent un peu, d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont vu, si on connaît un peu le cinéma, on a quand même un peu vu tout ça, au moins la trilogie, ça a fait de tels cartons, je peux pas revenir sur tout, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais bon, voilà, c'est... Bon, mais alors là, je vais vous faire un bonus, quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, justement. C'est que dans cette... c'est une excellente série animée. Et d'ailleurs, si vous voyez cette série animée, The Clone Wars, vous avez vraiment un plus. Et là, c'est George Lucas qui l'a fait, qui l'a mis dans sa série. Là, en 3 films, on ne pouvait pas faire... exactement, on pouvait pas... 3 films, c'est pas comme une série, donc voir un peu plus, pour voir les choses de façon un peu plus subtile, pour voir comment, de façon un peu plus subtile, peu à peu, le développement des intrigues de Palpatine, de la façon dont Luke Skywalker devient peu à peu, au fil des épisodes, passe peu à peu du côté obscur, a de plus en plus de doutes, a de plus en plus de cette ambiguïté aussi qu'il y a. C'est vrai, même dans l'ambiguïté de Dark Vador, on voit Anakin, rien que ça, même dans la prélogie, on peut le dire, passer du côté obscur, dans la prélogie, ça complexifie Dark Vador, qu'on avait vu que comme méchant et qui se rachète à la fin.
bon, c'est les spoilers, bon, on ne peut pas faire autrement, dans la trilogie. Mais là, on voit vraiment quelque chose de... C'est beaucoup plus abouti en voyant cette série. Mais alors, ce qui est assez incroyable, et normalement, ce qu'ils ont fait dans The Clone Wars, justement, dans cette série animée, donc un dessin animé, ouais, maintenant il y a des Star Wars, vous avez vu le Mandalorian, etc., avec des vrais acteurs, avec des séries, avec des personnages filmés comme vous et moi. Mais George Lucas, il avait fait que des animés. Peut-être il voulait. Je pense qu'il avait dit qu'il voulait faire d'autres séries avec des personnages réels, mais non, il avait eu le temps de faire il avait fait que des animés avant de vendre à Disney. Et ben, bon, la vente à Disney, etc. Il est possible aussi que je reprenne ça dans d'autres vidéos pour plus expliquer, etc. Là, j'aborde ça, je fais comme si un peu tout le monde savait, beaucoup d'entre vous savent. Mais ce que vous savez peut-être pas, ce qui est peut-être un peu moins connu quand même, quoique, c'est que ce fameux Dark Maul, dans la série, il a ressuscité Dark Maul, et pas dans les 6 films, ni dans la trilogie, ni dans la prélogie, on verra Dark Maul. Cependant, il a ressuscité. Dark Maul est revenu à la vie dans le dessin animé. Bon, cependant, on n'était peut-être pas obligé de le savoir. Bon, normalement, on peut voir la trilogie et la prélogie. Si on ne voit pas le dessin animé, pour ceux qui ont vu que la prélogie et la trilogie, Dark Maul est mort et il y avait une séparation avec les séries. Et là, ce qui est un peu plus intéressant, et là pour cette vidéo, c'est la seule fois que j'aborderai après la revente à Disney, c'est-à-dire que Disney a fait un film qui s'appelle Solo, un film Star Wars. Et dans ce film, donc ce film se passe après la prélogie, entre la prélogie et la trilogie, sur la jeunesse de Han Solo. Et dans ce film, sans explication, on voit que Dark Maul est vivant. C'est incroyable, ils n'ont même pas... Alors, ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, The Clone Wars, comprennent pas pourquoi Dark Maul est vivant. Ils l'ont vu se faire même couper en deux, tomber dans un... Ça devait être un puits, dans un gouffre, disons dans un gouffre, coupé en deux, et à la fin de l'épisode 1, il le revoit vivant sans explication. Il faut vraiment voir le dessin animé. Bon, ceci dit, le dessin animé, c'est de George Lucas qui a fait lui-même, c'est lui qui a voulu faire ce dessin animé pour compléter ça. Alors vous êtes beaucoup sans doute à avoir au moins vu les dessins animés. C'est un film un peu... la menace fantôme, de toute façon, la prélogie a amené quelque chose. La prélogie d'ailleurs, elle était très critiquée en 99 quand on a vu la menace fantôme. La menace fantôme avait beaucoup de défauts, c'est pour moi celui qui avait le plus de défauts, je comprends, et j'ai parlé de ses défauts, pourquoi ça a été si critiqué, mais en voyant toute la prélogie, on voit que finalement, sans trahir la trilogie, George Lucas a su amener en plus de ce merveilleux qu'il a fait, enfin, en tout cas, je dis toujours, c'est mon opinion, c'est toujours pour moi, a su amener vraiment, surtout avec ce qu'on verra, avec tout, là, c'est ce qu'a fait Palpatine, un vrai souffle nouveau, une vraie grandeur en plus, une vraie intelligence, une vraie réflexion dans ce qui pouvait ne sembler qu'être un conte un peu fantaisiste, un conte merveilleux, très intelligent, plus intelligent qu'il ne semblait, mais il manquait quelque chose de cérébral en plus, au moins il a fait de sa prélogie quelque chose de différent qui l'envoie vers des nouveaux sommets, qui donne, en voyant les deux, après on a tout à fait une appréciation différente des choses, et c'était vraiment culotté de faire ça. Et c'est très bien fait, je trouve, et vraiment, il y en a qui ont encore cette référence, qui adorent la prélogie et qui ont cette référence de Palpatine qui conquiert le pouvoir avec une subtilité qu'on a peu vu, qu'on voit dans peu d'œuvres, surtout peu d'œuvres de la culture populaire. La façon dont il fait,
c'est comme un joueur d'échecs extraordinaire, c'est la référence pour beaucoup. La menace fantôme, on se dit après tout, ça mettait vraiment en perspective, c'était vraiment l'introduction de ce qui allait se passer. L'introduction est pas terrible, mais comme c'est vrai que si c'était c'est l'épisode 1, mais si c'était l'épisode 1 qui était un épisode 1 qui se passe dans l'ordre chronologique, l'épisode 1 aurait pas eu de succès, ça se serait cassé la gueule, ça aurait pas fait d'entrée. C'est l'épisode 1, c'est l'introduction. En étant prêt, on peut qu'être indulgent et on l'apprécie quand on le voit en ayant la trilogie avant ou en ayant la trilogie après la prélogie, dans l'ordre que vous le voyez, quand vous voyez la suite, quand vous voyez les 5 autres films, au moins, on peut qu'être indulgent. Et d'ailleurs, en voyant la suite, en voyant l'ensemble, ça s'inscrit dans un ensemble. Et dans un ensemble, c'est des pièces qui étaient nécessaires, qui sont pas terribles à voir, mais que dans l'ensemble, qu'on apprécie quand même. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que si vous voulez m'aider, aider cette chaîne, ce serait gentil de vous abonner, d'en parler, de mettre des likes, de commenter si vous avez aimé la vidéo, surtout si vous avez des commentaires positifs ou si vous avez des remarques en plus. Et je vous remercie et à bientôt de toute façon pour une prochaine vidéo.